Je vais tout de suite passer la parole à Patrick Matagne, donc, qui est historien des sciences, mais qui est aussi formateur, et qui va, en une vingtaine de minutes, on a compris ça ensemble, pouvoir nous parler, entre autres, de plein d'autres choses que j'ai notées, pluri et transdisciplinarité, partenariat, ouverture, enfin voilà, il y a plein de choses. À toi, Patrick, merci. Effectivement, donc, mon intention est de repérer avec vous, disons, un certain nombre d'enjeux éducatifs. Alors, vous avez sans doute un certain nombre d'entre vous repéré déjà qu'est-ce qui était en jeu dans le domaine éducatif en matière de développement durable. Donc, je voudrais repérer ces enjeux, mais finalement en m'appuyant sur, j'allais dire, une sélection d'instructions officielles, une sélection de textes qui encadrent l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable du point de vue effectivement du ministériel. Et puis, ceci me permettra dans un deuxième temps de dégager un certain nombre de points d'appui, des points d'appui qui du reste ont déjà été évoqués par Marie-Françoise Bossis à l'instant, un certain nombre de points d'appui permettant, facilitant la mise en œuvre de la conception et la mise en œuvre d'actions et également de projets en matière d'éducation à l'environnement, d'éducation au développement durable. Donc, alors, le texte de 2015 a été évoqué tout à l'heure également, donc le texte en vigueur actuellement date de février 2015 et qui donne effectivement des instructions relatives à l'éducation au développement durable dans les écoles, dans les établissements scolaires. Plus simple comme ça. Donc dans les écoles et dans les établissements scolaires. Effectivement, il s'agit ici d'éducation au développement durable, mais dans le fil du texte, on trouve également éducation à l'environnement et au développement durable. Alors on a ici peut-être l'écho d'un certain nombre de débats qui ont traversé le dernier quart, le dernier tiers du XXe siècle, qui a peut-être eu tendance effectivement à mettre en conflit, voire à opposer ce qui relevait de la traditionnelle éducation à l'environnement et ce qui relève depuis le début du XXIe siècle de l'éducation au développement durable. Mais on pourra en discuter éventuellement au moment de la table ronde. Et ce qui découle de cette question du développement durable, c'est effectivement une représentation, un modèle. Alors très curieusement, on parle des piliers du développement durable, et souvent on représente ça sous forme de cercle, où on dit également de sphère, c'est une vision tridimensionnelle. Je dirais que ce modèle, c'est effectivement, pour le dire de façon un peu simple, c'est le modèle Made in Rio, rapport Brundtland, Rio 92, disons, c'est le modèle de développement durable tel qu'il s'est structuré à la fin des années 80 et au début des années 90. Alors, on trouve toujours dans ce texte de février 2015 un pilier supplémentaire. On dit avec le social, l'économie et la culture, l'environnement constitue l'un des 4 piliers du développement durable, ce qui donne lieu à un modèle, alors cette fois avec 4 sphères, 4 cercles, la prise en compte effectivement des aspects, des dimensions, des ressources, des contraintes liées à l'économie, l'environnement, le sociétal, le culturel, et bien effectivement cette prise en compte, ce croisement des différents facteurs ou ressources permettrait d'aller vers des modèles de développement plus durables. La dimension de la solidarité est effectivement importante. Alors après, si on ajoute des sphères, ça devient difficilement lisible, mais il y a effectivement ce qu'a rappelé Marie-Françoise à l'instant, les spécificités de l'enseignement catholique avec les dimensions propres qui sont celles de eux. Alors, j'évoquais donc cette lecture réflexive d'un certain nombre de textes, ce qu'on a qualifié a posteriori de charte fondatrice de l'éducation à l'environnement en France, la circulaire du 29 août 1977, qui effectivement reprend la définition de l'environnement
fortement inspiré des travaux d'un géographe, Pierre Georges. Donc on a cette définition qui figure dans le texte de 1977, qui est reprise dans un texte de 2004, et qui s'inspire fortement, là aussi, des travaux qui ont été proposés à un colloque. Avant-première, ce colloque a normé ou codifié, on pourrait dire, la définition d'environnement, qui est également reprise par le Conseil national des programmes de 92. Donc là, c'est le concept d'environnement qui est né en fait au début du XXe siècle et qui a voyagé beaucoup dans différentes disciplines. Le concept d'environnement, on va dire, donne lieu à une définition codifiée et reprise dans les instructions officielles. Non, c'est pas ça. Voilà, il faut cliquer sur l'environnement. Merci. Voilà, donc, alors, un certain nombre de textes. Là, vous voyez, en gros, si vous voulez, cette circulaire de 29 août est celle qui va encadrer. Il y a d'autres textes, bien sûr, mais c'est la principale qui va encadrer l'éducation à l'environnement en France jusqu'en 2004, où on a ce texte qui remplace la circulaire de 1977 et introduit la dimension développement durable et s'ouvre des phases de 3 ans, 2004-2007, seconde phase de généralisation. Alors vous avez vu qu'on est passé de EEDD à EDD, éducation à l'environnement pour un développement durable, pour arriver à l'éducation au développement durable. Et puis un texte dont on attendait en 2010, qui est sorti en 2011. Donc là, on peut dire est-ce que c'était 3 font 11 ou font 11 là, effectivement, c'était 3 font 11. Et on retombe avec le texte de 2013, qui vient s'afficher. Voilà, donc sur les 3 phases, donc 2004-2007, 2007-2010, on va dire, et 2010-2013, où on est sur ce qu'évoquait Marie-Françoise à l'instant, la promotion de démarches globales de développement durable dans les écoles et les établissements scolaires, donc des établissements E3D. Alors, du point de vue des enseignements, j'en viens là à ce qu'on pourrait appeler des points d'appui, ou peut-être ce qui permet d'identifier de quoi relèvent les actions ou les projets qui sont conduits dans les écoles et les établissements scolaires. Donc, sont impactés, concernés, différents secteurs, celui de l'enseignement bien sûr, les enseignements au travers des programmes, la vie scolaire d'une façon générale, on pourrait dire effectivement toutes les personnes, toute la communauté éducative, incluant les non-enseignants. La question de la gestion et la maintenance de la structure qui était évoquée également à l'instant, et puis l'ouverture sur l'extérieur par le partenariat. Alors, je vais explorer brièvement ces quatre secteurs en rappelant la nouvelle donne, je dirais, en ce qui concerne les cycles de l'école et du collège, du cycle 1 au cycle 4, puisqu'il y a un certain nombre d'opportunités, il y a un pas de temps nouveau avec ces cycles de 3 ans, et puis des dispositifs qui permettent, j'allais dire, à l'éducation à l'environnement et à l'éducation au développement durable, presque dire de s'introduire dans différents aspects, à la fois par la mise en œuvre des programmes et par des démarches de projets. Donc là sont dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires, l'accompagnement personnalisé. Et puis à partir du cycle 4 du collège, c'est-à-dire les classes de 5e, 4e et 3e, la possibilité de mettre en place des projets. Voilà. Ce qu'on appelle des enseignements pratiques interdisciplinaires, je vais y revenir, des projets qui, en croisant les disciplines, peuvent donner lieu effectivement à la mise en œuvre d'actions ou encore une fois de projets en matière de développement durable ou en matière d'environnement. Les parcours également qui traversent les ensembles des cycles, en particulier le parcours citoyen. Donc, on peut dire, d'une certaine façon, l'éducation au développement durable, j'allais dire, est chaînée avec d'autres éducations, la pluralité des éducations éducation à la citoyenneté en particulier, éducation à la santé, éducation à l'environnement, à la sécurité, etc. Et donc,
c'est rendu lisible au travers de parcours qui traversent le cursus des élèves de l'école maternelle jusqu'au lycée, et donc incluant le lycée cette fois. Alors, quelques petits coups de projecteur. Je sais qu'il y a pas mal de professeurs des écoles qui sont présents dans la salle et ils vont reconnaître effectivement un certain nombre d'éléments. Dès le cycle 1, on incite les enseignants, dans le cadre de la découverte de différents milieux, à avoir une première connaissance de l'impact de certains comportements sur l'environnement. Donc là, on est, je dirais j'allais presque dire de façon pragmatique et de façon logique, on va être plus sur des entrées environnement dans les premiers cycles, cycle 1, cycle 2 en particulier. L'entrée environnement est sans doute l'entrée la plus sensible, la plus praticable, je dirais, avec des enfants jeunes. Et à partir du cycle 3, on va commencer à dessiner ce qu'on pourrait appeler ce modèle complexe de développement durable en proposant des entrées autres que les entrées environnement, par la géographie en particulier. Donc la question de la... Voilà, par exemple, la géographie amène également les élèves à comprendre l'impératif d'un développement durable et de l'habitation humaine de la Terre. Vous verrez, alors, en cycle 2 apparaît le terme développement durable, mais aux côtés du terme environnement, et puis en cycle 1, on est essentiellement sur l'entrée environnement. Oui. Alors, cycle 4, donc on est là, le cycle 3, il est à cheval, comme on dit, entre l'école et le collège. Vous le savez, le nouveau cycle 3, CM1, CM2, 6e. Là, on est sur 5e, 4e, 3e. Alors, j'ai pris quelques exemples. Là, ce sont des exemples de compétences qui sont travaillées au cycle 4 et qui incluent effectivement l'identification d'impact d'activités humaines sur l'environnement, etc. Alors, je me suis amusé à faire le décompte du nombre d'occurrences de l'expression développement durable dans les nouveaux programmes de cycle 2, cycle 3, cycle 4. Donc, il apparaît 28 fois dans de nombreuses disciplines, puisqu'effectivement, pratiquement, on peut dire, toutes les disciplines peuvent servir de point d'appui, de ressources pour développer cette question. Alors, j'évoquais chose qui est nouveau depuis cette année avec la mise en œuvre des programmes de collège, la question des enseignements pratiques interdisciplinaires. Alors, 8 thématiques interdisciplinaires peuvent être travaillées. Alors, il y en a 2 ou 3 qui sont repérables comme étant des thématiques pouvant donner naturellement lieu à des actions ou à des projets en matière d'éducation, l'environnement et de développement durable. Bien sûr, transition écologique et développement durable, corps, santé, bien-être, sécurité, et puis la question de la citoyenneté, mais j'allais dire sans exclusive. Alors, je voulais juste faire un petit coup d'arrêt, j'allais dire, sur ces notions d'interdisciplinarité. Il s'agit bien de projets interdisciplinaires et pas de projets pluridisciplinaires. Alors, on ne va pas faire de longues digressions rhétoriques sur le sens des termes, mais effectivement, la pluridisciplinarité implique une juxtaposition, une succession. C'est-à-dire, quand on parle de pluridisciplinarité, moi, l'image qui me vient, c'est celle de la commode à tiroirs, où effectivement, les tiroirs sont étanches, et on a une étiquette sur chaque tiroir. C'est l'emploi du temps classique, traditionnel de l'élève. De 8 à 9, j'ai le tiroir mathématique. De 9 à 10, j'ai le tiroir histoire-géo. De 10 à 11, etc. Et donc, on a effectivement, ce que vit un élève dans sa semaine, dans son année, c'est de la pluridisciplinarité, mais pas forcément des liens, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas le tiroir de certaines, le fond de certains tiroirs de façon à croiser les disciplines. C'est ce qu'on propose dans le cadre de l'interdisciplinarité. Il s'agit bien de faire en sorte que plusieurs disciplines croisent leurs regards sur un même objet, sur un même projet. Et de fait, la transdisciplinarité est en cause, est en action, j'allais dire, et d'une certaine façon, les deux se nourrissent, l'interdisciplinarité se nourrit de transdisciplinarité, quelques éléments transversaux qui sont du domaine de l'autonomie, de la responsabilité, etc., qui n'appartiennent pas à des disciplines en particulier, mais
qui peuvent être travaillées dans toutes les disciplines. Et donc, dans le cadre de cette éducation à l'environnement et au développement durable, les élèves peuvent développer des compétences disciplinaires, mais aussi des compétences transversales. Alors, très brièvement également, au lycée, on a effectivement une cohérence verticale dans ce domaine-là. Alors, les programmes sont plus anciens pour le lycée qui attend sa réforme, j'allais dire. Donc, la question de la responsabilité humaine et collective est reprise, par exemple, en classe de seconde. Interroger et comparer des pratiques culturelles, les interroger du point de vue de leur durabilité, ça, je crois que c'est fait en sciences de la vie et de la terre en première S. Et puis, un autre extrait, là, cette fois en géographie, il y a un thème il y a plusieurs thèmes, dont celui du développement durable, qui vont ouvrir le programme de géographie de terminale et qui vont, j'allais dire, irriguer l'ensemble des thèmes de la discipline. Alors voilà, après, dans des formations professionnelles, on a effectivement la dimension environnement, la dimension développement durable. J'ai pris un exemple de BEP, de baccalauréat technologique, et puis dans la diapo suivante, qui ne va pas tarder, voilà. Voilà, donc dans les BTS, donc le post-bac, les métiers de l'eau, la question de l'environnement ou des biotechnologies, bien sûr. Alors, ne sont pas impactés seulement les enseignements, je l'ai dit tout à l'heure, il y a évidemment un impact sur la gestion et la maintenance de la structure école, la structure établissement, par le biais de démarches globales. Donc, des établissements éco-responsables vont directement s'intéresser à ces questions de gestion et maintenance de la structure, la problématique de l'alimentation, de la santé, du risque des transports, des objectifs qui consistent à réduire la production de déchets, la consommation d'énergie, les bonnes pratiques, une réflexion sur le bâti, sur les normes. Donc, effectivement, peut relever de l'éducation au développement durable, si effectivement on implique les élèves dans cette réflexion sur les normes. Le programme d'action pour le 21e siècle, l'agenda 21, donc là on est surtout sur les axes consommation responsable, solidarité et diversité biologique et culturelle. La démarche écolabel, donc là qui est plus ancienne que la démarche E3D, qui est une autre approche globale. Donc là, le label éco-école, qui peut être décerné à des écoles, des collèges ou des lycées, qui s'engagent effectivement sur des thématiques qui relèvent de ces problématiques d'éducation à l'environnement, développement durable, et puis donc les écoles ou établissements en démarche de développement durable qui, je dirais, vont plus sur une articulation, sur une mise en synergie de ces différents niveaux que l'on a évoqués précédemment. Donc, la formation développement durable peut se jouer au niveau du projet d'école ou d'établissement. Donc là, c'est la dimension également vie scolaire qui va être impliquée. Et puis, la question des partenariats, mettre en œuvre les partenariats possibles, donc ouverture sur l'extérieur, bien sûr. Je ne vais pas développer ces différentes étapes, mais surtout insister sur l'une des phases ou des étapes qui peut marquer le déroulement d'un projet global. Alors bien sûr, l'impulsion de la démarche et l'inscription dans le projet d'école ou d'établissement. Donc, je peux défiler l'ensemble. Et je voudrais insister sur la phase numéro 2, organiser un comité de pilotage, puisqu'effectivement, il est
difficile quelquefois de s'inscrire dans une démarche globale qui est une démarche sur le long terme si on n'a pas au départ un noyau d'acteurs qui constitue effectivement un comité de pilotage qui va à la fois mettre en œuvre, réaliser les diagnostics, l'évaluation, donner cohérence à différentes actions qui peuvent être mises en œuvre dans les établissements. Et enfin, la question des acteurs. Un petit dernier clic. Voilà. Non. Alors, excuse-moi, tu peux faire un petit tour en arrière. La question des acteurs, effectivement. Voilà. On l'a évoqué tout à l'heure également, enseignants bien sûr, mais personnel vie scolaire, partenaires extérieurs, parents d'élèves, délégués de parents, éco-délégués ou ambassadeurs développement durable, représentation d'élèves. Je vais dire la bonne voilure pour un comité de pilotage, c'est effectivement un comité dans lequel sont représentés les différentes instances, les différents acteurs, les OGEC, appels, enseignants, partenaires, personnel administratif, etc. Voilà, donc je voulais de cette façon revenir donc sur ces 4 points qui me semblaient des points d'appui. C'est-à-dire c'est une manière de lire ou de relire les actions que vous pouvez conduire dans vos écoles, vos établissements. Alors je dirais lire, relire et relier les actions que vous conduisez. Voilà, il n'y a pas de petits projets, il y a des projets, il n'y a pas de petites actions, il y a des actions. Et quelquefois, dans une école ou dans un établissement, de nombreuses actions sont faites, mais en l'absence de comité de coordination, si vous voulez, ou de pilotage, ces actions restent un petit peu dispersées, où on n'y trouve pas forcément la cohérence. Alors, avec la démarche globale, on n'aboutit pas forcément à une labellisation, et après tout, on peut ne pas viser forcément un label, mais la démarche en tout cas permet de recenser et de donner cohérence à ces différentes actions conduites, et puis bien sûr les évaluer et en conduire de nouvelles. Merci de votre attention. Merci.